Nous voilà désormais installés, mesdames et messieurs, pour 1h30, voire cette soirée spéciale 1 an de l'investiture du chef de l'État pour le second quinquennat, avec mes différents invités que j'annonçais et que je vais d'ailleurs me faire le devoir de vous présenter, puisqu'ils sont déjà tous installés à présent. D'ailleurs, je vais commencer par Dr Patrick Reynaud, sociologue politiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir partagé. Nous avons un autre docteur, un expert. Il s'agit de monsieur Dr Tossé Igbako, qui est expert en politique sociale et développement. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous aussi. Dr Jacques Aguia Daro. À nouveau, bonsoir alors, puisqu'on vous retrouve après le tout premier plateau. Avec plaisir. Voilà. Merci. Et enfin, monsieur Morgan Asogba Metonji, qui est analyste géopolitique. Bonsoir à vous, qui est habitué d'ailleurs de nos plateaux. Bonsoir, madame. Voilà, ainsi présenté, mesdames et messieurs, nous allons y aller sans autre protocole. Comme notre thème, second thème de cette soirée le précise, nous parlons donc du hautement social aux prises avec les crises internationales après avoir compris donc le contenu de ce hautement social. Et ma première question va d'ailleurs s'adresser à monsieur Morgan Asogba Metonji, puisqu'il est analyste géopolitique. Comment les chocs exogènes qui ont été présentés aux populations comme les raisons de cette crise actuelle qui impacte donc ce hautement social, comment ces chocs-là handicapent, je vais dire, les dépenses sociales, monsieur Asogba Metonji? On parle de hautement social. La première question qu'on va se poser, c'est à quelle hauteur s'élève ce hautement social? Et donc, en se posant cette question, on se rend compte tout de suite que nous vivons une situation qui est, disons, partagée dans le monde entier. Une situation difficile sur le plan économique, sur le plan stratégique, qui redéfinit les cartes en matière de coopération entre les États, entre les différents blocs et surtout sur le plan géographique. Et dans ce sens, lorsque vous prenez la crise du Covid, qui a déjà frappé l'humanité tout entière, vous vous rendez compte que c'est une crise qui a remis en cause tous les différents accords de partenariat économique, donnant la priorité tout de suite à tout ce qui est sanitaire et toute crise de santé. Ce qui remet en cause tous les différents accords de partenariat qui pourraient exister entre les différents acteurs. Et pour revenir à l'Ukraine, nous voyons tous la question, tout de suite la question sur le caractère alimentaire. Comment est-ce que cette crise affecte le tissu ou les différents tissus économiques et en priorité le Bénin. Pourquoi? Parce que l'exportation en matière de blé du Bénin vient énormément de l'un de ces pays en conflit. Et donc tout de suite, je peux vous garantir que les deux crises ont réellement éprouvé le processus de mobilisation des fonds. Parce que lorsque vous parlez de hautement social, vous parlez de la capacité de l'État à mobiliser les fonds. Absolument. Et ce processus de mobilisation de fonds n'est pas forcément dans la dynamique prévue, mais je pourrais dire quand même que le Bénin continue quand même de trouver son chemin dans cette dynamique. Alors, Dr Jacques Aguia Daro, c'est une promesse qui a été faite. Voilà que ces crises qu'on n'a pas prévues viennent un peu, entre-temps, gâcher, je vais dire, la tenue ou bien retarder la tenue de cette promesse-là. Comment les populations sont censées comprendre cette situation? Vous savez, lorsque vous n'êtes pas dans une posture de décréter, n'est-ce pas, une politique publique, c'est-à-dire vous n'êtes pas venu dire, bon voilà, je vous promets chacun 1 million, je vous promets chacun 500 000, mais lorsque vous dites aux populations, je viens de développer un mécanisme pour vous permettre, n'est-ce pas, de faire face à votre vulnérabilité économique, votre vulnérabilité face à l'eau, votre vulnérabilité face à tel ou tel paramètre, ça veut dire que vous avez construit un mécanisme, vous avez construit une approche. La population ne regarde pas systématiquement, en tout cas, la finalité de la promesse, mais elle voit le mécanisme. Lorsqu'elle est convaincue que le mécanisme est touché, c'est autre chose. Mais lorsqu'elle a l'impression que le mécanisme n'est pas touché et que on n'a toujours pas le résultat, c'est pour ça un peu le discours politique est très important dans cette dynamique-là. Si le discours politique était resté tel que c'était, ou c'était c'était vraiment des incantations, quand vous faites beaucoup d'incantations en période de campagne électorale, et vous vous retrouvez devant une population qui est
qui vit une psychose parce que il n'a jamais pensé à ça, parce que vous avez parlé comme si, quel que soit ce qui allait se passer, ils obtiendront quelque chose. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, lorsque vous mettez les populations dans une approche, n'est-ce pas, lorsqu'elles participent à la réflexion, lorsqu'elles participent à la réponse, lorsqu'elles participent à la riposte, c'est pas de la même manière qu'elles apprécient un peu les difficultés que vous aviez. Mais lorsqu'elles sont dans une posture, n'est-ce pas, de passivité par rapport à l'opération, c'est là que c'est difficile. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les chocs exogènes que nous avions et la manière, le rapport que la population a aux promesses de hautement social se comprend à l'aune de comment on lui a annoncé, n'est-ce pas, ce hautement social. Si on ne lui a pas annoncé ça, et vous voyez qu'aujourd'hui, les gens tentent de comprendre et tentent de rentrer en alliance. Parce qu'ils choisissent l'alliance. Pourquoi ils choisissent l'alliance? Ils choisissent l'alliance parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient partie eux-mêmes du mécanisme là. Donc ils ne sont pas en dehors du mécanisme. Et ça lance un peu un signal à toutes les nations, à tous les politiques, de comprendre que la meilleure manière de faire la politique, c'est d'avoir un contenu dans lequel les uns et les autres se retrouvent et non de faire forcément des incantations. Et pour finir, vous savez que ce qui importe aujourd'hui sur ces chocs exogènes, comme l'a expliqué tout à l'heure le collègue, c'est où vous en étiez quand le choc est intervenu et quelles sont quelles sont les caractéristiques de votre réponse, n'est-ce pas, au hautement social. Vous savez, quand vous dites que, bon, voilà, un gouvernement fait 5 ans pour bâtir une économie, et après développe 5 ans pour dire on va monter l'échelle du social, ça veut dire que on montre clairement qu'il y a un lien entre les structures économiques qui ont été bâties et les structures sociales qu'on veut mettre en œuvre. Donc, du coup, elles sont les structures économiques, elles sont suffisamment résilientes. Point d'interrogation. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a bâti, n'est-ce pas, une économie moins sur ce qui nous vient de l'extérieur. Parce que figurez-vous que le Bénin dépendait, c'est parce qu'on a un port autonome de Cotonou, on pensait tout gagner du port. Si on avait commencé ainsi, on n'allait pas s'en sortir. La preuve est que les indicateurs aujourd'hui continuent de dire que la croissance est possible, le PIB monte. Donc, toutes les études aujourd'hui tentent de crédibiliser l'approche de la transformation structurelle de l'économie béninoise. Donc, tout est à ce niveau-là. Quel a été le mécanisme de transformation structurelle proposé? Si ce mécanisme n'est pas un mécanisme dépendant à 100%, les pays qui ont vécu le choc, c'est les pays qui sont restés dans une approche structurelle dépendante de l'extérieur et n'ont pas imaginé qu'ils auront Covid et après l'Ukraine. Donc, les pays comme le nôtre, on va dire, puisque nous le vivons de plein fouet aussi. Mais pas de la même manière que les autres. Pourquoi? Parce que nous avons inversé le modèle économique. On a trouvé un modèle économique qui nous permet de compter, d'abord, plus sur notre propre agriculture, de compter sur notre propre tourisme, notre propre culture, notre propre patrimoine, des éléments pour compter beaucoup plus sur notre capacité à contribuer à l'économie nationale en payant nos impôts, en payant nos taxes, tout, et en mettant, en tout cas, un discours unificateur, révélons qui nous sommes, révélons le Bénin, révélons notre nation. Ça veut dire qu'on a mis le Bénin au cœur de la dynamique. Chaque citoyen au cœur de la dynamique. Du coup, quand il y a un choc externe, c'est différent. Mais si quand vous voyez un peu le programme d'action du gouvernement de l'an 1, vous vous rendez compte clairement que la bonne partie vient, n'est-ce pas, du secteur privé et du secteur, et non forcément des bailleurs qui mettent des sous. Parce que les bailleurs, quand ils sont en difficulté dans leur pays, ils repositionnent, ils réarticulent leur position. Quand aujourd'hui on vous dit que l'essentiel, ce n'est pas de faire de l'État plus fort, mais de faire des individus, les gens qui sont forts, des contributeurs déterminants. Donc, tout le choc qu'on a vécu dans les 5 ans en grève, ceinture qu'on a serré, aujourd'hui nous permet de mieux faire face. Mais imaginons plutôt que sur les 5 ans, on est resté comme si rien ne va se passer demain. Et qu'on n'a pas pris le temps de souder, de fermer, de restructurer, de rationaliser notre économie, rationaliser nos structures, de rationaliser notre approche de la décentralisation, de la démonstration. Donc, on a suffisamment agi comme si on était informé qu'un jour viendra où on ne pourra pas compter sur les autres. Donc, vous êtes en train de dire que notre politique assemblement a été potassée pour pouvoir... Suffisamment résiliente. Voilà, pour faire face à cette... Le premier choc, c'était le Nigeria à côté. On a fermé les frontières du Nigeria, on a tenu. Après Covid, on a tenu. Après l'Ukraine, on tient moins. Donc, c'est pour dire qu'il y a déjà cet exercice
auquel la population a été habituée. Les gens qui vivaient... Mais là, c'est un peu plus difficile, Dr. Oui, Jacques évidemment, Aguiadaro, puisqu'on attend que cette résilience de notre économie puisse contribuer à moindrir ce choc que nous vivons. Alors, je vais poser également la même question à vous, Dr. Tossé Igbakor. Comment la population est censée comprendre la situation au mieux pour ne pas tomber peut-être dans les travers? Il faut expliquer en mettant tout ce qui se passe dans une perspective mondiale, parce que vous savez, la crise dont quand vous remontez, vous allez voir, on a commencé par traverser d'abord une crise de Covid. Et à peine on est en train de sortir, enfin, on n'est pas encore sorti de ça, que la guerre en Ukraine a commencé. Et il faut faire comprendre aux gens qu'en réalité, cette guerre n'était pas prévue. En fait, la Russie a pris tout le monde au dépourvu. Et donc, lorsque ça a commencé, vous allez voir, les deux pays qui sont en conflit, l'Ukraine et la Russie, ce sont en fait deux grands réservoirs du monde qui, en fait, essayent d'alimenter le marché international en intrants agricoles et en céréales. Et puis, vous allez voir, lorsque la crise a démarré, les pays africains ont pris des positions aussi. Ils sont un peu partagés. Vous allez voir, quand vous regardez la configuration, lors des derniers votes, même à l'Assemblée générale des Nations unies, vous allez voir, quand il s'agissait de voter pour, quand il s'agissait de voter une résolution d'abord contre l'agression russe en Ukraine, vous allez voir qu'il y a eu 5 pays qui ont voté contre, 35 autres se sont abstenus, et parmi les 35, vous avez 17 pays africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains aussi ont compris le truc. Ils n'ont pas voulu rester inactifs pour subir tout le temps, comme ils ont l'habitude de subir, par exemple, les histoires de crise et même les problèmes climatiques. Il y a eu un second vote, qui est la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Et là également, vous avez vu, 9 pays ont voté contre et 22 autres se sont abstenus. Le Bénin et le Burkina n'ont pas participé au vote. Et donc, tout ça, ça montre en fait que aujourd'hui, nous sommes dans une situation de quasi-sécession où les pays africains essayent de prendre une certaine indépendance géostratégique pour analyser ce qu'ils analysent comme une guerre qui ne les concerne pas. Donc, il y a tous ces bouleversements et aucun pays n'est épargné. Dire que, quand j'écoute mon ami Jacques, j'ai comme l'impression que la crise est déjà terminée et que demain, nous allons commencer à rouler. Non, cette crise, aujourd'hui, personne n'est capable de prédire la fin parce que on ne connaît pas encore les politiques réelles de la Russie. Donc, nous sommes encore dans cette situation qui laisse tout le monde pantois. Mais il faut dire que ici au Bénin, c'est vrai que le gouvernement béninois a beaucoup travaillé et a commencé à construire une économie solide qui a résisté vraiment vaille que vaille à la crise. C'est vrai que voilà, ils ont annoncé le hautement social, mais le hautement social, est-ce que ça embrasse tout le monde? C'est difficile de le dire. Il y aura augmentation des salaires. Est-ce que c'est tout le monde qui est fonctionnaire au Bénin? Je ne crois pas. Il y a aussi augmentation du SMIC qui va impacter d'ailleurs. C'est pas tout le monde. Quand vous allez vers la place de Fidjirosé, vous voyez les jeunes qui sont là à faire du garde-vélo, qui ont appris un métier qui n'existe pas. Je me demande comment ils touchent en la matière, il y a également une aide Covid qui a été donnée aux entreprises. Aux entreprises ça, ainsi qu'aux employés, pas qu'aux entreprises, ainsi qu'aux employés de ces entreprises. Ça, c'est bien. Et encore, je ne vous coupe pas, il faudrait que je passe aux téléspectateurs. Il y a également ceux qui sont dans l'informel qui ont également touché ces fonds Covid-là. Donc, mais moi, je vous donne un exemple. Je vous ai donné un exemple précis. Quand vous le dites, c'est global. Mais quand vous creusez, moi, j'essaye de creuser pour vraiment dire. Je vous dis, le jeune qui a appris un métier qui est à la place de Fidjirosé, qui fait garde-vélo tous les dimanches, il est compté où? C'est ça le truc. Je ne dis pas pour un tas, j'essaie de rester concret, en fait. Et donc, tout le monde n'est pas fonctionnel. Il y aura augmentation. Ça, c'est très, très bien. Et on va augmenter les petits salaires. Ça, c'est bien. Mais, globalement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions, mais est-ce que ça n'embrasse pas tout le monde? Vous voyez? Le problème, c'est quoi? C'est que
Moi, j'ai écouté le discours du chef de l'État. C'était lors du discours sur l'état de la nation où il a utilisé un thème très important, la solidarité. Lors du discours de vœux à la nation, il a encore utilisé un autre mot, citoyenneté. Vous savez, c'est deux mots très importants qui fondent une république. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les projets solidaires qui sont développés? Ce n'est pas qu'au Bénin. Dans tous les pays africains, il n'y a pas assez de projets solidaires. Or, c'est des projets solidaires qu'il faut plus développer pour accompagner en fait le hautement social et même les projets sociaux. Nous avons le projet H qui est très très bien. C'est déjà un projet solidaire. Heureusement un projet social, un projet solidaire, c'est pas la même chose. Parce qu'un projet solidaire, c'est un projet qui font que les citoyens se tiennent et qui restent dans une certaine durabilité, qui crée un lien social. Vous voyez, quand le lien social n'est pas solide et qu'il y a des chocs exogènes comme ça ébranle facilement un peuple. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'en réalité, le gouvernement a fait beaucoup. D'ailleurs, c'est difficile de critiquer le gouvernement Talon. Très difficile. En même temps que vous trouvez quelque chose pour lui reprocher, à côté, vous avez des choses complètement qui contrebattent les dits. Donc c'est difficile, même en France, avec les amis avec qui on discute. Au début, c'était là, non, vous allez voir, il va se mettre près de la planche. Mais aujourd'hui, posez-leur la question. Il vous parle carrément en fond, même si c'était le nous et l'oiseau. D'accord. Bon, excusez-moi. C'est difficile. Donc voilà, c'est difficile de critiquer ce autant. Il fait beaucoup de choses, mais on peut faire encore mieux. On peut d'autres politiques pour essayer d'avancer beaucoup plus. Donc, Docteur Renou, vous avez compris, c'est à vous maintenant. C'est difficile de critiquer ce gouvernement, mais pourtant les populations ne tiennent plus face à cette promesse et à cette crise qu'on présente pour dire que c'est difficile pour le moment, on a du mal. Merci beaucoup pour cette invitation. Et ne comptez pas sur moi pour exceller dans une espèce de théorie de la justification, étant entendu que je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Bien sûr. Je suis là en tant qu'analyste, en tant qu'expert. Et donc, je dirais d'abord que le chef de l'État lui-même a mis l'accent sur la nécessité de remettre le social sur le tapis, après un premier mandat. Alors, pourquoi le social ? Le social parce que, justement, lorsque je me réfère à Joël Lambert, il va insister sur la notion de solidarité, sur l'optimisation des chances au niveau des citoyens. Il va insister sur tout ce qui peut permettre de corriger l'injustice sociale. Et deuxièmement, puisque le deuxième auteur que je vais évoquer vient compléter le premier, et là je suis avec Marshall. Et lui, il met l'accent sur les ratés d'un mécanisme économique qu'il va falloir corriger. Corriger parce que si on ne le fait pas, le système lui-même, le mécanisme lui-même ne peut pas le corriger. Ça veut dire que le chef de l'État lui-même, après un premier exercice, s'est rendu compte du gap social qu'il y a et a décidé de mettre un accent sur le social. Donc, vous voyez très bien que le social, la politique sociale a toute sa raison d'être. Parce que justement, dans la formulation des politiques publiques, qui doivent permettre de justifier même l'existence de l'État, de justifier l'existence d'un gouvernement, qui plus est d'un chef d'État, au-delà de toutes ces considérations, il y a à voir les individus, les citoyens. Je continue en disant, mais finalement, de quelle politique sociale parlons-nous? D'abord, il faut savoir d'abord ce que le chef de l'État lui-même a prévu pour voir si aujourd'hui, avec les chocs extérieurs, on est en droit de comprendre le gap qui pourrait y avoir ou pas. En tout cas, le chef de l'État lui-même a annoncé, mais sans aller dans les détails. Ça veut dire qu'il y aura des supputations, de façon générale. Maintenant, de quelle politique sociale parlons-nous? Parce qu'il y a plusieurs volets en la matière. Est-ce que nous sommes dans
du social redistributif, là on est dans l'État-providence, et vous convenez avec moi qu'il ne peut en aucun cas être question de l'État-providence dans un système qui se réclame du capitalisme. Il ne peut pas y en avoir. Et le social régulateur, pas tout à fait, quand bien même on sait qu'il faut mettre l'accent sur le social de capacitation, parce qu'il faut permettre aux citoyens d'optimiser leurs chances de lutter contre les inégalités, d'optimiser leurs chances en matière d'éducation, en matière de santé. Et donc la notion de solidarité revient. Et c'est en cela que le projet initié par le gouvernement peut trouver son terrain de prédilection. Je veux parler du projet H. Parce que justement, on permettra par ce bien aux citoyens de bénéficier d'une couverture sanitaire. Donc vous voyez très bien que, et il est évident que les chocs extérieurs du point de vue économique viendront comme des éléments modificateurs d'une plateforme programmatique venant d'un gouvernement qui a décidé de faire du social. Et donc, il va de soi. Mais au même moment qu'on le signale, gouverner aussi, comme le dirait l'autre, c'est prévoir. Parce que lorsque vous initiez la politique publique, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait quand même des chocs. Qu'il pourrait y avoir des chocs. Et mais de cette ampleur-là? De cette ampleur, pas exactement, pas forcément. Mais toujours est-il qu'on se retrouve dans un cas de figure qui nous fait penser, qui nous fait vivre un choc extérieur. Maintenant, il revient au gouvernement. Lorsqu'il a le dos au mur face à une situation embarrassante. Parce qu'il a l'obligation d'apporter des solutions aux citoyens. Il lui revient en de pareilles circonstances, donc de trouver les mots nécessaires susceptibles d'apaiser les citoyens. Parce qu'on gouverne avant tout pour les citoyens. D'accord. Et les citoyens s'attendent à ce que les politiques publiques, vraiment élaborées, réajustées, et là on est en situation de réajustement de ces politiques, doivent concourir à apporter des solutions idoines, plus ou moins, en tout cas, aux préoccupations des citoyens. La demande sociale, elle est là. Elle est plus que jamais forte, surtout en cette période de choc extérieur. Et donc, il revient aux citoyens, au gouvernement, de tenir vraiment un discours qui puisse apaiser. Et deuxièmement, il ne suffit pas non plus de tenir un discours apaisant. Il faut trouver des palliatifs. Comment réajuster ce qui est prévu? Si on ne peut pas avoir 10, si on peut avoir 2, c'est déjà quelque chose. Sur ce réajustement, on va certainement y revenir au cours de cette émission. Docteur Jacques Aguiar-Darro, docteur Patrick Renou l'a précisé, la demande sociale, elle est là. Donc, il n'est en réalité pas question pour la plupart des populations de ne pas en arriver à ce rehaussement social-là, quand bien même on comprend évidemment ces chocs exogènes. Bon, vous savez, peut-être qu'on ne voit peut-être pas les choses de la même manière. Je voudrais réagir sur deux choses. Première chose, tout à l'heure, sur le plateau, on se demandait, bon voilà, gouverner c'est prévoir, est-ce qu'on a prévu ça? Moi, comme je le dis, comme on le dit chez nous, que celui qui veut aller loin, c'est... Ménage sa monture. Ménage sa monture. Moi, je crois qu'on a réussi à ménager notre monture. Je le dis honnêtement, je pense qu'on a réussi à ménager notre monture, parce que quand un choc descend, vous savez un peu, tout le monde est touché par le choc, mais après c'est la résilience sociale, c'est la résilience économique, la résilience psychosociale que vous développez qui vous permet d'être moins touché et un peu de faire des réajustements. Parce que si le choc il est profond, parfois, il est difficile, n'est-ce pas, de réagir. Je donne deux exemples. On a promis augmenter les salaires et le chef d'État a posé la question clairement à tout le monde. Est-ce qu'on augmente les salaires en laissant les Béninois souffrir par rapport à un certain nombre de problèmes? Le monde agricole, ils ne sont pas des fonctionnaires.
il faut quand même faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau, tout le monde ait accès à l'électricité et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Les responsables syndicaux ont répondu que tout est urgent. Non, mais non, c'est en fait ça la question. Il dit, voilà, ça, c'est prévu. On est venu dans un choc. Est-ce que vous voulez que, en augmentant les salaires, qu'on mette la masse critique en difficulté? Je dis, moi, je ne pense pas. Et je pense que ce qu'on fait en ce moment-là, essayons de faire face au choc. Limitons les dégâts au niveau des plus vulnérables, au niveau de la grande partie de la population, de la majorité, et maintenant, maintenons la promesse de différer un petit peu la réponse qui est différée à une catégorie sociale donnée, notamment les travailleurs. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi que... Mais Dr Egbako a précisé tout à l'heure qu'il n'y a pas que des travailleurs, il n'y a pas que des fonctionnaires, il y a d'autres secteurs d'activité. En ces moments-là, les choix sont des choix c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de comment est-ce que le discours est, comment la promesse est faite et de comment chacun accompagne la promesse. Puisque, rappelez-vous, on dit que nous allons travailler à avoir une structure économique solide, une économie résiliente, et après nous allons garantir une redistribution pour nous tous. Donc chacun comprend le mécanisme. Maintenant, on dit on a travaillé pendant 5 ans à résister au choc, à avoir une économie forte. On vient dans un deuxième mandat. On doit pouvoir monter un petit peu la courbe ou le baromètre du social. Ça veut dire que chacun connaît un petit peu que ce n'est pas, on n'a pas décrété ça, on n'a pas créé une incantation, que c'est un mécanisme. Ça veut dire quoi? Que notre agriculture a monté, un certain nombre de secteurs ont monté. On dit maintenant là, on a les moyens de se croire. Maintenant après on dit, on monte, premier élément, on monte le salaire. Parce que n'oubliez pas qu'on a dit, chacun aura accès à l'eau potable, à l'électricité, pour que tout le monde soit quand même dans un seuil acceptable. Et après on dit, on voulait monter les salaires, mais il y a un autre choc qui est venu, qu'est-ce qu'on fait? On se met tous à table et on réfléchit, vous dites, est-ce qu'on monte les salaires et que derrière vous, vous avez des gens en difficulté? Le processus est vite fait, le choix est vite fait. On dit, allons progressivement, injectons de l'argent, parce qu'après, il faut que l'économie, il faut que le système reste équilibré. Parce que si vous faites des choix qui déséquilibrent un petit peu la structure même de ce sur quoi vous voulez vous baser pour investir dans le social, vous allez avancer, les gens vont applaudir, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver dos au mur parce que vous n'avez pas créé les moyens d'avoir de la durée dans votre approche sociale. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième chose, on a dit tout à l'heure que on s'est retrouvé dans un gap. Je ne pense pas que le gouvernement soit retrouvé dans un gap après 2021. Si vous voyez un peu le montage des politiques publiques, vous savez, c'est l'une des premières fois où vous avez un secteur économique dans lequel vous retrouvez l'éducation. Dans toutes les politiques qu'on a eues jusque-là, l'éducateur social. C'est avec ce gouvernement qu'on a vu l'éducation se retrouver dans le secteur économique. Ça veut dire qu'on savait déjà que l'éducation n'est pas une question sociale, c'est un intrant de développement économique. Et parce que c'est un intrant de développement économique, il faut travailler suffisamment fort là-dessus pour qu'on soit en mesure plus tard de structurer notre rapport au social. Je pense que tout ça est dans une programmation, dans une philosophie, dans une vision de développement. Sur la même question que je posais à Dr Egbako, ce sont des mesures qui ont été prises pour soulager ces populations-là, mais voilà que ces populations passent par des stratagèmes pour détourner, puisque si ça ne va pas à ce à quoi c'est destiné, c'est un détournement pour détourner ces intrants-là. Est-ce que là, c'est pas être un mauvais citoyen? Est-ce que le citoyen, puisque vous êtes justement aussi sociologue, la sociologie du Bénin, c'est qu'il n'a pas encore compris réellement ce qui se passe? Merci. Suite à l'extrait qu'on a tous suivi, il faut déjà faire observer que le gouvernement n'est pas resté insensible, n'est-ce pas, aux cris de détresse des citoyens. Et le social annoncé a été mué finalement en un autre type de social, parce qu'il faut parer, n'est-ce pas, au plus pressé. Et aujourd'hui, face à la détresse des citoyens, le gouvernement a agi sur des subventions, a préconisé des subventions, a voulu agir un peu sur les impôts et faire en sorte que les prix qui sont pratiqués sur le marché soient plus ou moins accessibles aux citoyens. Et on constate que malheureusement, il y a toujours des citoyens
et qui veulent tirer profit pendant qu'on réclame ce social-là. De la situation de détresse actuelle. Et vous voyez, ce n'est pas seulement propre aux Béninois, c'est d'abord propre à l'homme. Maintenant, parce qu'il manque en de pareilles occasions, il manque le recours nécessaire au patriotisme, à la citoyenneté, au civisme. Et le gouvernement a l'obligation, lorsqu'on détecte des cas comme ça, vraiment de sévir, de sanctionner, pour donner un signal, pour lancer un signal fort au reste des citoyens qui préfèrent le ticket gratuit. Ici, on est face à une situation et on a insisté sur la nécessité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture du lien social. Pour qu'il n'y ait pas de rupture du lien social, il y a un minimum de conditions à avoir. Le gouvernement a l'obligation de jouer sa partition, comme il revient aux citoyens, quels qu'ils soient, de jouer également leur partition. Jouer sa partition, c'est d'abord observer ce que demande le gouvernement. C'est orienter la production vers un marché local. C'est éviter que ce qui est prévu pour le Bénin soit renvoyé à l'extérieur. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a des paliers sur lesquels il convient de jouer pour permettre à tout le monde. Parce que n'oubliez pas, l'enjeu aujourd'hui, c'est préserver une certaine solidarité. Faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver un tant soit peu face à cette crise qui tente d'écraser tout le monde. Donc, le gain vraiment amassé par le gouvernement les 5 années dernières, les 5 années passées, ces gains-là vont être un peu atténués parce que le gouvernement sera obligé de puiser dans sa trésorerie pour faire face au choc. Et faire face, c'est subventionner, c'est réduire le prix, c'est faire en sorte que tout le monde puisse vivre et éviter d'en arriver à la rupture du lien social, le temps qu'on retrouve l'oxygène nécessaire pour relancer encore une fois l'économie. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure qu'il faut au pouvoir public de veiller à ce qu'il y ait un redimensionnement de ce qui est prévu, des politiques publiques, et dans tous les domaines de la vie sociale. Et faire en sorte que les citoyens puissent se retrouver le temps d'en arriver à une relance économique qui puisse permettre au gouvernement de répondre totalement aux attentes des citoyens, surtout que lui-même avait annoncé que ce quinquennat sera et hautement social. Alors, Monsieur Morgan Sogba-Metondji, docteur Patrick Reynaud a commencé à le dire, l'autonomisation de la consommation locale. N'est-ce pas là quelque chose qu'il faut réellement, je ne vais pas dire expérimenter, mais une option qu'il faut vraiment choisir quand on fait face à ces situations imprévues qui nous apprend à redistribuer notre énergie? Il faut déjà confirmer que c'est non seulement une option, mais c'est une option qui est déjà en cours d'exécution lorsqu'on regarde la politique de notre gouvernement. Vous regardez déjà qu'il y a une sorte de, disons, variation des mécanismes de renforcement du tissu macroéconomique. Et quand je parle de tissu macroéconomique, je fais tout droit allusion déjà au système qui est mise en place pour l'agriculture. Quand vous regardez la diversité d'orientation des mécanismes d'encouragement des agriculteurs par rapport à leur production, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus juste une concentration sur une espèce de production, mais il y a une sorte de mécanisme qui encourage les agriculteurs à aller dans plusieurs variétés, surtout les produits qui sont de consommation assez massive dans notre société. Et cela me permet aussi d'attirer l'attention sur le mot hautement social. Il faut dire que le gouvernement, lorsque vous regardez son programme d'action, a été suffisamment clair dans le contenu du hautement social, qui est le renforcement du tissu macroéconomique d'abord. Et quand vous parlez de renforcement du tissu macroéconomique, vous êtes dans une dynamique de capacitation, c'est-à-dire faire en sorte que la population concernée soit à même de se procurer les services
qui sont en train d'être mises en œuvre. Parce que lorsque vous parlez de renforcement du tissu macroéconomique, oui. Vous voyez déjà l'encouragement à la facilitation pour les entreprises à pouvoir trouver un mécanisme de subsistance et de résilience dans le tissu économique en matière de compétitivité par rapport aux produits et services, par rapport aux investisseurs qui viennent aussi, parce que vous vous rendez compte qu'il y a une certaine mobilisation, il y a une dynamique qui vise à faire du Bénin un lieu où les investisseurs se sentent en sécurité. Et c'est dans cette dynamique que vous pouvez aussi comprendre l'intérêt que notre système gouvernemental aussi accorde aujourd'hui à l'aspect sécuritaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un environnement sécurisé, où les mécanismes d'accès, au processus entrepreneurial sont bien structurés, naturellement, les investisseurs viennent. Et lorsque vous avez des investisseurs qui viennent, le tissu macroéconomique prend un boost. Il est revitalisé, il est dynamisé, et tous les acteurs, que ce soit les opérateurs économiques d'abord, et ensuite la population, se sentent redynamisés, ont leur capacité financière augmentée et naturellement, on voit les effets. Mais il y a un aspect que nous n'arrivons pas encore peut-être à bien cerner, à faire comprendre aux populations, c'est l'aspect temps. Il y a un temps qui est nécessaire dans le processus. Vous ne commencez pas un processus hautement social aujourd'hui et vous avez des résultats jusqu'au dernier palier, c'est-à-dire le citoyen lambda, que je dirais tout de suite peut-être celui qui n'a pas un système de revenus réglementaire, qui ne s'inscrit pas dans le formel, il ne peut pas tout de suite commencer à ressentir ce mécanisme d'hautement social. Il y a un processus et il y a un temps qui est requis. Et je pense que lorsque vous regardez le mandat et vous regardez les différentes étapes, que ce soit au niveau du projet Arche, parce qu'il y a une certaine mise en œuvre qui va favoriser le tissu sur l'aspect sanitaire pour que chacun puisse jouir de ce système de dispositif qui est en train d'être mis en place. Vous regardez l'enregistrement déjà biométrique qui est fait, vous rendez compte qu'il y a un mécanisme qui est mis en place. Mais la question c'est, est-ce qu'on doit exiger tout de suite que ce mécanisme soit productif jusqu'au dernier palier de la question? Et c'est là où je pense que le gouvernement, comme mes collègues l'ont dit ici, doit s'accentuer dans une dynamique de communication qui permet d'impliquer les citoyens dans le long terme du processus et de faire en sorte que ces citoyens soient acteurs du processus. Et ce qui me permet aussi de repartir sur la question de la capacité de financement des citoyens. Vous allez constater qu'aujourd'hui, nous parlons un peu des impôts et nous avons tous vu ce qui se passe dans le mécanisme qui est mis en place pour que les impôts soient réellement payés par les citoyens et que ces impôts soient utilisés dans une dynamique de financement, pour ne pas dire d'autofinancement, et de renforcement de la résilience du pays. Et donc, lorsque nous aurons au Bénin, par exemple, un secteur informel formalisé, ça fait un plus sur le plan de la mobilisation de financement pour la mise en œuvre des différents projets. Et cela crée certainement, d'une façon ou d'une autre, une sorte d'indépendance sur le plan de la mobilisation du financement et une capacité de résilience plus forte vis-à-vis de ces différents mécanismes. Et puisqu'on parle d'autonomisation, Dr Jacques Aguiadaro, cette crise nous a appris que nous sommes vraiment dépendants de ce blé que nous consommons. Et tout le monde est devenu expert en politique agricole et on veut qu'on expérimente a raison, la farine du manioc. Mais pourtant, il y a des Béninois qui ont essayé d'expérimenter cela. Certainement, le projet est mort parce qu'il n'y a pas eu d'appui, docteur Jacques Aguiadaro. Oui, bon, ça traduit encore une fois la théorie qui dit que les crises sont aussi des moments de transformation, de changement social. Dans la vie d'une société, à un moment donné, quand vous passez par des crises, vous apprenez des crises, vous vous découvrez lors des moments de crise et vous reconsidérez un peu vos habitudes, vos pratiques et vous vous relancez avec beaucoup plus de stabilité. Donc aujourd'hui, cette crise met un petit peu en lumière vraiment un certain nombre de choses qui nous ressemblent et qui nous caractérisent et qui peut-être fragilisent un petit peu notre capacité à résister au choc
externes. Par exemple, comme ceux dont on vient de parler, au plan comportemental, la crise vient de nous montrer encore une fois que l'effritement social, que la solidarité, le sentiment autour du bien commun est encore aussi faible. Ça montre encore une fois que la filière sociale, la filière morale n'est pas suffisamment entretenue. Encore une fois, ça suppose qu'un certain nombre d'outils sociaux n'arrivent pas à jouer leur rôle parce que l'Église doit travailler à la solidarité, et l'école doit travailler à la solidarité, la famille doit travailler à la solidarité pour que chaque enfant naisse. Parce que vous nous pouvez, ceux qui prennent les intrants aujourd'hui et qui vont les vendre ailleurs, qui sont-ils? C'est des Béninois qui ont grandi dans un modèle social, dans un modèle éducatif, qui les a embarqués dans une certaine insouciance sociale et de ne pas se retrouver dans une responsabilité collective. Ça nous montre encore une fois comment est-ce que, malgré tout le travail que font les politiques, tant qu'on n'aurait pas réussi dans les tissus familiales à forger des citoyens prêts à combattre, prêts à se battre pour la nation, on aura des problèmes. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, cette crise vient de nous montrer encore une fois que notre attachement, n'est-ce pas, à ce qui vient de l'extérieur et notre manière de négliger ce qui vient de l'intérieur n'a jamais été une bonne approche. Aujourd'hui, quand le gouvernement travaille à mettre l'accent sur l'agriculture, on dit tout le monde revenons à la terre, tout et tout, certains pensent que certains n'y croient pas, certains pensent que c'est une banalisation, tout et tout, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne se sont pas trompés. Quand on a diversifié l'agriculture, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, quand le choc touche le blé, il y a d'autres produits qui nous permettent de nous en sortir, tout et tout. Donc, ça permet quand même de mettre à l'épreuve les choix politiques et de nous montrer qu'effectivement, qu'on ne s'est pas trompé de choix. Mais après, il faut un alignement, n'est-ce pas, de chacun pris individuellement. Cette crise vient de nous montrer encore une fois que si nous décidons effectivement de vivre comme des citoyens, de manger ce qui vient, ce qui est fabriqué par nos citoyens, par nos compatriotes, et qu'on n'a pas besoin tous d'être en cravate. On a besoin beaucoup plus de gens qui travaillent, qui sont un peu dans la manipulation, dans la main d'œuvre. Donc on s'adapte en réalité. On a beaucoup plus besoin d'électriciens, on a plus besoin de mécaniciens, tout et tout. Ça nous permet en ces moments-là de plus nous en sortir. Et aussi, effectivement, cette autonomisation dont nous parlons, avant d'avoir une autonomisation au plan politique, au plan modèle économique, c'est d'abord dans le mental, c'est d'abord dans les habitudes, c'est d'abord dans le comportement qu'il faut l'obtenir. C'est pour ça que vous vous rendez compte, dit que quand ça devient difficile, chacun se mire, chacun se regarde et se dit, j'en suis pourquoi. J'en suis pourquoi. Ça veut dire quoi? Que quand moi je me lève aujourd'hui, je paie mon impôt. Avec mon impôt, on achète de l'intrant agricole. L'intrant vient, le voisin prend et va vendre ça au Nigeria. Demain, l'État se lève encore et prend mon impôt. Il achète l'intrant. Ça vient. Le voisin va vendre ça au Nigeria. On ne va pas s'en sortir. Donc, chacun doit se dire, attention, que je dois faire partie du contrôle social. Je dois faire partie de l'action en termes de régulation de comportement. Parce que, à force, n'est-ce pas, d'entretenir, en tout cas, une certaine assiduité, dit que ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire du commissaire, c'est l'affaire du maire, c'est l'affaire du ministre. On sera là, nos voisins vont se créer une économie d'échelle et nous allons continuer à subir à ça. Donc ça, c'est une question de responsabilité sociale, responsabilité collective, mais après, encore une fois, ça montre jusqu'où les valeurs ont été effritées, jusqu'où on a connu une altération des valeurs, de sorte que quelqu'un... Mais vous savez, vous voyez votre voisin en pleine difficulté financière et vous avez un comportement qui l'enlise dans cette pauvreté. Ça montre jusqu'où on est dans une déchéance des valeurs. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, c'est un combat politique, mais aussi c'est un combat de modèle de vie. Justement, docteur Igbako, le hautement social aujourd'hui avec cette situation dépend également de tous les Béninois. Oui, absolument. Parce que c'est pour ça que je mets encore l'accent sur le lien social, la solidarité. Parce que quand vous avez un peuple uni par un certain nombre de valeurs, dès qu'il y a les chocs, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, on parlait tout à l'heure de quand on est ensemble, en quelque sorte, on peut faire face aussi aux choses. Donc, tout ça, pour avoir cet élan, c'est une construction sur le long terme. Si vous avez des gouvernements qui ne mettent pas en place des politiques qui puissent impacter les gens à tous les niveaux, le moment venu, lorsque vous allez lancer peut-être un sursaut patriotique, ils vous diront, ben, c'est vous qui étiez là-bas, nous on était là-bas, on peut leur donner raison. Donc,
C'est le problème de nos États aujourd'hui. On a construit des États sur des châteaux de sable. Ça peut s'effondrer à tout moment. C'est pour ça que je disais que normalement, en fait pas normalement, je disais qu'il faut compléter maintenant toutes les politiques que nous avons. Il y a beaucoup de projets sociaux dans le PAG, ça c'est sûr et certain. Maintenant, les années à venir, il faut penser en fait à mettre beaucoup plus l'accent sur des projets solidaires. C'est des projets qui vont vraiment tenir les citoyens ensemble et c'est même les citoyens qui vont s'autofinancer. Le gouvernement, peut-être il y a un projet que, après avoir été au contact des institutions européennes à Bruxelles, j'ai découvert un certain nombre de choses et qu'on peut l'adapter en fait au niveau national où le gouvernement n'aura même pas à débourser d'argent, mais 5 ans après, c'est le gouvernement qui peut commencer à engranger de l'argent. Et avec ce genre de politique, on peut sortir même à peu près 2000 Béninois de la pauvreté tous les mois. C'est-à-dire, vous faites ça par an, sur 5 ans, vous allez sortir peut-être 120 000 personnes. Et à partir de la 5e année, l'État peut, chaque année, commencer à engranger de l'argent. Il y a des politiques comme ça. Mais le problème souvent de nos gouvernants, c'est que c'est des gens qui sont un peu fermés, ils sont un peu proches du pouvoir, ils sont un peu rétifs à toute personne étrangère, alors qu'ils ne constituent pas, moi, à mon avis, ils ne constituent pas un réceptacle de toute la connaissance nécessaire. Donc il faut cette ouverture vers les gens, ça ne change rien. On ne veut pas leur arracher quoi que ce soit, mais c'est juste que avec l'arrivée du président Talon, il y a une détermination, il y a une motivation au sein du peuple béninois. Il y a beaucoup de gens qui ont quelque chose peut-être à apporter. Il faut cette ouverture. Et ça, on le constate surtout dans notre administration. Je me demande, est-ce qu'il y a un ministère aujourd'hui au Bénin qui est doté d'un dispositif pour rester en contact et interagir avec le peuple si le peuple a des préoccupations? Vous écrivez il y a des lignes vertes. Il y a des lignes vertes, écoutez, docteur Egbako. Ligne verte. Est-ce qu'il y en a un, je ne sais pas, au ministère des Affaires étrangères? Si. Vous croyez? Il y en a, Si, je pense certains, je ne sais pas si chaque suffisant. ministère doit avoir une ligne. C'est ça que je vous dis. Il y a cette ouverture-là Lorsque pour c'est des récupérer institutions de la Et République. même il y a la possibilité même directement d'interagir avec le gouvernement, d'interagir avec Non, le ministère je ne du dis Plan. pas le gouvernement. Non, je dis même si vous avez l'impression qu'au niveau sectoriel ça ne passe pas, vous Non. avez la possibilité. Ça, c'est pour dire que Attendez, aujourd'hui lorsque- mobiliser je Béninois vous de la parle diaspora. d'expérience, je vous parle d'expérience. En 2019, j'étais au secrétariat CP. En fait, on devait renouveler la classe dirigeante de cette institution. Le secrétaire général et 4 sous-secrétaires généraux. Je demande une audience à l'ambassadeur. Il me dit, on vous recontactera. Après, on me dit, non, tourne-toi vers le ministère. J'ai écrit à ce ministère. J'ai écrit sur la page personnelle du ministre, au secrétariat général. Silence total, aucune réponse. Oui, il peut y avoir des expériences fâcheuses, mais Non, je non, pense non, que non, en je t'ai règle dit. générale, Bien sûr, mais moi, non. j'ai vu. Je crois que Ce que vous dites, il y a là- ce que vous dites il y a là un quiproquo en fait. En fait, Non, non, la non, ce ligne que je verte dis, dont il La parle, ligne verte, c'est pas. c'est pour pas ça. la ligne C'est pas la ligne réservée aux plaintes. La ligne verte, c'est autre chose. Ce qu'il dit est, Ce est que un je peu dis, différent. c'est très différent. C'est pas la ligne verte. Je ne veux pas porter une plainte. Je voudrais rentrer en contact avec une institution de la République D'accord. parce que j'ai une préoccupation que je veux adresser et j'attends en retour une réponse. C'est la Constitution qui me consacre ce droit Bien à sûr. l'information. Bien sûr. Mais lorsque vous adressez une préoccupation à une institution de la République et qu'en retour, personne ne vous répond, c'est une violence. c'est une violence. C'est aussi votre devoir de vous plaindre. Et je Non, pense qu'il y a des non, non, espaces attends. aujourd'hui pour vous se Attends, plaindre, pour dire je vais me faire écouter. Et vous allez vous Non, faire docteur écouter. Egbako, ce que vous Non, dites et vous est allez une vous faire situation écouter. fâcheuse, mais Non, non, on va pas pas fâcheuse. mal, voilà, on va Non, pas non, la on va pas- généraliser. on va pas- non. Peut-être que vous avez dit Moi, j'ai 2019. juste posé une question. Est-ce qu'il y a des bel et bien institutions ça de la existe. République, des ministères qui sont dotés d'un dispositif spécifique pour apporter des réponses aux citoyens lorsque on leur adresse des préoccupations? Il y en existe. Je crois qu'il a Il y en suffisamment. existe. Les lignes Nous vertes, allons. Il existe. Donc voilà. Non, on je va parle des pas- lignes Oui, vertes, je justement, parle des nous, lignes on parle, voilà, Je parle nous allons des boucler. lignes vertes. Oui, de toute la façon, c'est vous qui aurez la parole. Ce ne sont pas Il des faudra lignes qu'on s'en vertes. aille. Je ne parle pas des lignes vertes. Les lignes vertes, c'est voilà, c'est Oui, récent. évidemment, Voilà. c'est pour les Je questions vous dis, sociales et autres. là. voilà une situation. Et même, je ne vais pas évoquer une autre institution emblématique du pays, mais je vous dis, c'est des comportements à thème qui déconnectent en fait les peuples de la réalité. Et ça fabrique des acitoyens. Le A est privatif. Donc tout ça, c'est des comportements dans notre société
qui font que les gens, ils se lassent vite, ils se disent, bon, le pays c'est à eux. Donc le moment venu, avec ce comportement, vous ne construisez pas en fait le lien social dont on parle pour que le moment venu, on puisse. Donc il faut qu'il y ait ce lien permanent entre les citoyens et les institutions de la République. Et là, aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai ma fille qui est au Canada. Quand j'écris à une institution canadienne, l'heure qui suit, j'ai une réponse. En France, 24 heures. Mais dans mon pays, vous ne pouvez pas avoir de réponse. Oui, docteur. Patrick Jacques rassurez-vous, vous aurez tous la parole. Mais il faudra qu'on s'écoute. Voilà. Docteur Patrick Janou, vous avez la parole. Je voudrais simplement dire qu'il n'est pas question de s'embarrasser d'un optimisme délirant pour dire qu'on va changer les habitudes alimentaires du jour au lendemain. Les habitudes alimentaires se sont établies, se sont construites des années durant. Même en France, aujourd'hui, il y a des mets que l'on recherche chez les Japonais, chez les Chinois. En Allemagne, c'est pareil. Et donc, vous voyez très bien que c'est bien beau d'insister sur le fait qu'il faut créer un changement, qu'il faut susciter un changement de façon à ce que nous ayons une autonomie. Mais dans le même temps, il ne faut pas penser que c'est du jour au lendemain que tout va changer. Non, maintenant, il faut agir sur le long terme, faire en sorte que la production puisse porter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie l'avantage comparatif. Et lorsque je suis face à un produit localement, un produit qui vient de l'extérieur, il y a du point de vue qualité, ce que ça représente pour moi, il y a le prix qui va avec. Si je compare et que je trouve que le prix et la qualité par rapport au produit local ne vont pas en ma faveur, on a beau être béninois, on sera tenté de rechercher le produit venant d'ailleurs. Et donc, c'est justement pour ces raisons qu'il faut agir sur la production, mais il faut agir également sur la qualité et faire en sorte qu'on ait de la disponibilité en termes de produits, mais qu'on ait également, n'est-ce pas, ce duo est vraiment intéressant pour moi qui puisse faire que face à un produit donné, moi, béninois, je puisse les yeux fermés choisir ce qui vient du Bénin. Et c'est à cela qu'on doit inviter tout le monde. Le patriotisme n'est pas un patriotisme qui va s'asseoir sur du vacuum, sur du vide, je vais dire simplement. C'est un patriotisme qui va prendre son effet, qui va se reposer sur la qualité, qui va se reposer sur la pratique des prix, de façon à ce que le béninois lambda ordinaire se retrouve. D'accord, oui, docteur Jacques Aguiada, vous avez maintenant la parole. Non, en fait, je voulais juste que éviter d'abord le collègue à dire que le pays a nous tous. Et quand sur votre chemin, vous vous retrouvez suivant des blocages, ce n'est plus le moment de dire, bon, je subis. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'espace de dialogue avec l'institutionnel que vous avez la possibilité vous-même d'être un acteur du changement de comportement là où on a constitué un obstacle pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les canaux de communication directs qu'on a avec le gouvernement, avec tous les canaux de communication directs, non, pas du tout. Et vous savez, je le dis pour soutenir un petit peu une dynamique. C'est pas une question de forcément soutenir le gouvernement, c'est pour dire que si nous continuons à subir les mauvais comportements de certains citoyens, de certains travailleurs, nous allons laisser continuer une pratique, un comportement. Autant dénoncer pour qu'on y mette fin. Non seulement dénoncer, mais ne pas, à un moment donné, dire « j'en peux plus », que ça continue ainsi. Moi, parce que quand je suis un peu le collègue, moi je le connais très bien, mais je ne voudrais pas que l'ingénierie qu'il a en lui s'arrête juste parce que sur le chemin, il a eu des expériences fâcheuses. Parce que peut-être que des projets structurants comme ça peuvent venir de X et de Y et demain être utiles pour le... Je dis encore une fois que nous devons tous être dans cette dynamique de dire que on doit tous s'armer et lutter contre ceux qui portent obstacle à l'épanouissement de nous tous. Et pour finir, n'est-ce pas, comme on est certainement à la fin, on vit des moments de crise et ces moments de crise nous demandent tous, quelles que soient nos sensibilités,
de nous mettre ensemble parce que c'est la crise qui, à des moments donnés, fait l'échelle, n'est-ce pas, de l'épanouissement de nous tous. Et en ces moments-là, encore une fois, comme l'a dit le collègue, nul n'est de trop. Et je pense encore une fois que s'il y a quelque chose qui est possible pour nous, c'est d'apprendre autant que possible de ces moments de crise pour que, en sortant de la crise, nous sortons tous grands, nation forte, nation. On peut aller loin, on peut suffisamment. Aujourd'hui, on a des moyens de résister, mais la résistance ne suffit pas. Il faut aller et ouvrir d'autres perspectives. Et je pense que cela doit pouvoir être possible. Et ce sera probablement votre mot de fin. Et je vais laisser la parole quelques secondes aux autres invités pour se prononcer peut-être sur les marges de manœuvre du gouvernement actuellement pour la gestion de cette période délicate. On va commencer par vous, Dr Renaud. Marge de manœuvre du gouvernement. Ah là, non, c'est pas pour s'éterniser non plus, le temps. Il faut être membre du gouvernement pour le dire. Bon, pas forcément. Et vous voyez, c'est heureux de savoir que en père de famille, le gouvernement s'est réveillé, de savoir qu'il veut éviter une rupture, la rupture du lien social, en agissant, en prenant le taureau par les cornes, c'est-à-dire en allant d'abord au contact des citoyens, quand bien même la démarche ne me paraît pas la plus efficiente possible. Parce que pour moi, j'ai ma petite pensée sur la question et je l'ai exprimée par ailleurs. Mais toujours est-il qu'il est important de dialoguer, d'échanger avec les citoyens qui sont les plus concernés par cette situation que nous vivons et faire en sorte qu'on ait une idée claire et qu'on sache qu'à l'horizon se pointe un espoir. Et cet espoir, le gouvernement a eu l'heure d'insister là-dessus. Et je veux espérer simplement que la parole gouvernementale ait un écho au sein des citoyens pour que nous puissions entreprendre tous des actions susceptibles de nous déblayer l'horizon, de faire en sorte que nous puissions retrouver un Bénin en de très bonnes conditions, susceptibles de faire rêver chacun de nous, en tout cas au niveau de l'espace ouest africain, que nous puissions avoir la possibilité de dire nous avons connu des situations, mais ensemble, nous avons réussi à les transcender et à offrir un Bénin nouveau aux citoyens. Merci à vous, et aux citoyennes. Patrick Renaud. Monsieur Morgan Asogwa-Mentonji, c'est à vous. Très rapidement. Marge de manœuvre sociale au travers le mécanisme de communication efficace pour que les populations ne s'enlisent pas dans des frustrations qui n'ont pas lieu d'être. Marge de manœuvre économique, sinon stratégique, financière, parce que le gouvernement a la possibilité d'aller vers d'autres partenaires et aujourd'hui il y a plusieurs partenaires qui sont intéressés par les investissements au Bénin. Marge de manœuvre aussi stratégie financière sur l'aspect des investisseurs qui sont prêts à venir et finalement une marge de manœuvre politique qui visera à créer le cadre d'échange entre les différents acteurs politiques pour faciliter, disons, la mise en œuvre des différents projets du gouvernement. Voilà, docteur Seck, c'est à vous. Merci. De marge de manœuvre, comme tous les gouvernements aujourd'hui au monde face à cette crise, les marges de manœuvre sont très étroites, mais notre gouvernement a toujours trouvé quand même les astuces pour essayer de rebondir à chaque fois. Et c'est une chance, à mon avis, quand même de le dire. En fait, c'est une chance d'avoir ce gouvernement qui a commencé à bâtir un pays avec une économie solide. Et je suis sûr que même si les prochaines semaines ou les prochains mois, la crise venait à dégénérer, je leur fais confiance, ils vont trouver les marges de manœuvre vu tout ce que le gouvernement a eu à faire jusque-là. Et donc, on ne peut que dire aux Béninois de se préparer peut-être pour écrire non pas l'épopée talonienne, mais tout simplement l'épopée talon au Bénin. Voilà, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis.